déjà, je remercie bien sûr tous ceux qui sont là et bon, vous êtes en train d'arriver tous, donc on va y aller tranquillement. On va déjà faire une petite introduction, une petite présentation avant que tout le monde se mette en place. Donc, je rappelle le sujet du rendez-vous copro de ce soir. Alors, c'est aussi, hein, il faut souligner, le premier rendez-vous copro de la saison de cette rentrée. Donc on y va directement sur un sujet un peu costaud. On n'a peur de rien. Ah bah oui, bien sûr, hein, il faut, de toute façon, voilà, faut mettre les pieds dans le plat. Donc là, on est directement dans la pathologie du bâtiment. Et la question, c'était, est-ce que votre immeuble est en bonne santé? Alors bon, c'est une question que j'ai formulée de cette façon-là, parce que c'est vrai que souvent, les entreprises comme les architectes sont un peu les médecins du bâtiment. Hein. Donc, quand vous allez voir votre docteur et vous lui demandez est-ce que je suis en bonne santé, c'est pareil. Quand vous allez voir une entreprise de travaux ou un architecte, une architecte, vous pouvez lui demander si votre immeuble est en bonne santé. Voilà, on est un peu sur ces parallèles. Alors, donc ce soir, on a deux intervenantes de choc. On a Marion Fachot qui est responsable de prescription pour la société Triflex. Et on verra que c'est une société qui apporte des solutions, notamment pour l'étanchéité sur différentes parties des immeubles et qui répond bien sûr à une problématique de travaux, de fissures, d'effondrement, de consolidation, voilà. Donc, elle nous expliquera tout ça. Et on a Méline Prudhomme, qui est architecte de copropriété, architecte DPLG, et qui est également membre de la compagnie des architectes de copropriété. Donc, voilà, on aura certainement pas mal de questions aussi pour Méline. Donc, moi, je suis Isabelle Dahan, je suis fondatrice du magazine en ligne monimmeuble.com. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que ce magazine vous a bien sûr invité à cet événement. Et je suis accompagnée de Gladys Lecomte, chargée de marketing, et qui s'occupe du support, de l'animation de cet événement, et qui sera là tout au long de cette session. Voilà. Et on n'a pas présenté du coup Monsieur Bito, qui est notre directeur commercial chez Triflex. Si j'ai un petit trou de mémoire, il reste là en bonus, comme on l'a dit. C'est voilà. ça, je suis le D'accord, bonus. mais il aura le droit il aura le droit de se présenter après, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, donc voilà. Donc la pathologie du bâtiment, donc c'est plein de choses qui apparaissent sur les murs, sur les toitures, un peu partout dans les espaces communs, mais aussi dans les espaces privatifs de la copropriété. Parfois, ça se voit et parfois, ça ne se voit pas. Donc, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est sûr que, on peut se demander quelle est l'origine de ces manifestations. On peut essayer de poser un diagnostic, on peut essayer de voir s'il y a des solutions, s'il y a des traitements, si on peut y remédier. Et bien sûr, tout ça fait l'objet d'une maintenance régulière, d'un entretien. Et pour assurer cette maintenance, il faut avoir quand même une connaissance approfondie de l'ouvrage et des matériaux. C'est ce qu'on verra ce soir. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas du tout et il faut des compétences, des qualités, une formation très poussée pour pouvoir répondre à ces questions. Si je peux me permettre, Isabelle, tout à l'heure, tu as fait une analogie en disant qu'on était les médecins du bâtiment. Oui. On est plutôt les vétérinaires, en fait, du bâtiment, en tant qu'homme de l'art ou femme de l'art, parce qu'en fait, dans le bâtiment, il faut savoir comprendre son langage. Une fissure ou le slide qu'il y avait avant, il y a des moisissures ou de l'humidité sur les murs, ça peut venir de tellement d'origines différentes. Il faut aller chercher, on ne voit pas à travers la matière, mais il faut chercher, il y a les connaissances que l'on peut avoir. On a pu apprendre des choses, on a notre historique, on connaît le développement des différentes fissures, mais parfois il faut également, pour les pathologies, comme on ne voit pas à travers la matière, il faut parfois pouvoir se faire aider par des radars, des auscultations, mais c'est plus vétérinaire que médecin.
Voilà. Bon, écoute, ça, je n'avais pas pensé à ça, mais bon, écoute, très bien. Je prends, Ah, on a un coup une poule, j'accepte. un coup une vache. D'accord, je comprends. Bon, de toute façon, on reviendra sur le rôle de l'architecte, donc tu pourras nous développer ça, Mélina, ne t'inquiète pas. Alors, donc moi, je suis architecte et je me suis spécialisée dans l'entretien de l'existant, ce que l'on appelle le patrimoine du quotidien, hein. Il n'y a pas que les monuments historiques, il y a également tout le patrimoine du quotidien, le petit patrimoine, sans rien de réducteur. Je m'y suis spécialisée en 2001, mais ce soir, je viens surtout comme membre de la Compagnie des architectes de copropriété. C'est une association de 1901, il y a à peu près 130 agences, toutes indépendantes, mais on s'est regroupés à la fois pour se former, faire des veilles juridiques, pouvoir participer et lancer ce qui est très à la mode en ce moment, comme les diagnostics techniques globaux. Le Grenelle de l'environnement à l'époque, puisque la compagnie date de 96. Et donc, intervenir sur une copropriété, ce qui est souvent le cas de tes clients, Isabelle, c'est à la fois de la technique, puisque les bâtiments sont tous des cas particuliers, mais également il y a un curseur supplémentaire un peu plus complexe, c'est qu'on est en copropriété. Il y a des votes, c'est habité, ça évolue au fil du temps. Donc tout ça, c'est des choses que nos membres savent normalement gérer, sur lesquelles on se forme régulièrement. Et donc pour un bâtiment sur Paris, ou l'Île-de-France, on voit le haussmannien ou les monuments historiques, mais chaque immeuble a eu sa propre vie, a sa propre structure d'origine, a eu ses évolutions techniques et en effet plus ou moins bien entretenues, plus ou moins régulièrement, des grosses tranches de travaux, des petites. Donc en effet, savoir quelle est la santé du bâtiment, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Merci Mélie pour cette présentation. Nous, on va se présenter chacun notre tour. Je vais commencer par me présenter. Comme tu l'as dit, je suis prescriptrice pour la société Triflex. Ça consiste en quoi un prescripteur chez Triflex ou une prescriptrice? Ça consiste à détecter des projets, trouver des arguments pour convaincre autant la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre, donc que ce soit un promoteur immobilier, un bailleur social ou bien un centre commercial, par exemple. Ensuite, convaincre un bureau d'études ou un architecte, donc la maîtrise d'œuvre, et parfois, dans des copropriétés, convaincre le président du conseil syndical et parfois l'Assemblée générale, trouver des entreprises compétentes et formées à la pose de nos systèmes pour pouvoir répondre à ces projets. Parce qu'en fait, Triflex est une entreprise allemande, fabricant de systèmes d'étanchéité liquide pour le bâtiment. Et aujourd'hui, j'interviens pour vous présenter notre cœur de métier qui concerne l'étanchéité des balcons. On fabrique différents systèmes d'étanchéité qui peuvent s'appliquer sur l'enveloppe du bâtiment en général, en extérieur. Ça peut aller de la toiture terrasse au balcon, coursive, casquette, loggia, et également parking, rampe d'accès, pied d'éolienne. Donc on peut retrouver de l'étanchéité dans de nombreux domaines. Et aujourd'hui, pour s'adapter à la thématique aux questions qui sont posées par les copropriétaires, on va se pencher sur ce qui vous concerne tous les jours, les problèmes d'infiltration au niveau des balcons ou des coursives, en tout cas ce qui se passe dans une copropriété. Et si vous avez besoin de rentrer sur des projets un peu plus précis, on peut tout à fait étudier après coup, au cas par cas, chacune de vos pathologies et trouver des entreprises adaptées pour répondre à l'ensemble de vos problèmes d'infiltration. Donc, on est vraiment là en tant que conseiller pour vous apporter, en tant que fabricant, une plus-value et trouver une solution adaptée pour chacun de vos projets et éventuellement vous mettre en relation avec des entreprises du bâtiment et faire le lien aussi avec les différents maîtres d'œuvre ou architectes qui s'occupent de vos immeubles et trouver ensemble des solutions sur mesure. Voilà. Et alors, et notre homme du Voilà, jour? masculin. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir également. Je suis Anthony Vito, je suis responsable commercial pour Triflex en France, puisque nous sommes établis en France. Nous sommes basés à Massy, dans l'Essonne.
Nous sommes une équipe de 17 personnes composées évidemment de commerciaux, mais aussi de techniciens, puisque notre particularité, c'est qu'on travaille en direct avec des entreprises qui sont agréées, formées et qui vous apportent toutes les garanties liées évidemment aux travaux, comme l'a bien dit Marion, dans l'enveloppe du bâtiment, sur l'enveloppe du bâtiment, avec toutes les garanties nécessaires d'exécution et évidemment de vie sur le support que vous avez à gérer. Donc, aujourd'hui, nous, on fait la moitié de notre activité sur les balcons et le reste sur les matériaux, sur les supports que vous a cité Marion. Donc, quoi dire de plus? Rien, je pense qu'elle l'a très bien fait. On est à votre écoute maintenant, à votre disposition, à tous. Très bien, parfait. Oh, bah, j'aime bien quand ça fonctionne bien, là, comme ça défile, ça. Fluide. Ah, oui. Alors, on a déjà une question. Est-ce que vous vous déplacez en Haute-Savoie? Ah Alors, oui, ça, dans mon contrat de travail, j'ai tout le sud de la France. Ouais. Donc, j'interviens sur l'Île-de-France. Je ne suis pas seule, on est 2 prescripteurs chez Triflex. Je mets la lumière sur mon collègue qui est actuellement à Caen. On a coupé la France en 2 et je m'occupe de tout ce qu'il y a au sud de Paris également. Donc, il n'y a pas de souci, on est répartis équitablement sur tout le territoire français. Ouais. Nous avons environ 250 applicateurs répartis sur toute la France. et ben voilà, comme ça, hein, J'aime tout le beaucoup monde. la Haute-Savoie, donc si vous voulez m'inviter chez vous, il n'y a pas de problème. C'est Ça une bonne commence bien. région. Ça commence Ah bah, bien. c'est Nadine. Alors, bah, Nadine, elle est ravie, hein. Et voilà. Elle est contente, Nadine. Elle va avoir Super. bientôt de la visite. Super. Bon, alors moi, je voudrais revenir un peu là pour Méline, parce que bon, je connais un petit peu le métier de l'architecte de copropriété. Donc, Méline, bon, avant qu'on rentre dans les questions-réponses, est-ce que tu peux nous rappeler quand même le rôle de l'architecte de copropriété, puisque tu as bien expliqué que ben, voilà, il n'y a pas un immeuble qui se ressemble, mais il y a aussi pas mal d'interlocuteurs. Il y a aussi des prises de décision, il y a aussi un encadrement et une réglementation. Donc, toi, tu te situes comment là-dedans? Alors, on est complètement indépendant par rapport aux syndics, hein, qui, eux, sont en charge, et je ne les envie pas, de tout ce qui est administratif. C'est ce qui est un très gros boulot. L'architecte, lui, va venir pour justement le plus gros problème dans le bâtiment existant, c'est l'eau, qu'elle vienne de dedans ou de dehors, hein. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. L'architecte peut faire plusieurs missions. Ça va du conseil, la recherche de fuites, une analyse de fissures, va donc donner un avis technique. On peut faire donc le diagnostic uniquement sur un point particulier ou plus global. Les études, chercher quels sont les problèmes pour pouvoir proposer les bonnes solutions. Les consultations d'entreprise, la présentation d'assemblée générale, le suivi des travaux, l'assistance à réception, tout ce qui est vraiment de l'ordre de la maîtrise d'œuvre, un accompagnement technique complet des copropriétés et des gestionnaires. D'accord. Donc ça paraît comme ça assez énorme. Oui. Parce que tu pars de la détection de quelque chose jusqu'à le suivi après chantier Voilà, et trouver quel est le problème pour savoir quelles peuvent être les solutions techniques, aider au vote, enfin, pas aider au vote, apporter toutes les informations utiles et nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires puisse se prononcer, parce qu'à chaque fois, on parle quand même de gros sous, ce qui est quand même impactant, hein. Les copropriétés se voient généralement une fois par an en assemblée générale et c'est pas toujours très agréable quand on propose des gros travaux. Donc, il y a un vrai rôle de l'architecte technique, également expliciter quels sont les problèmes et donc les solutions, proposer des solutions, que ce soit tel type d'étanchéité ou et prévenir également l'Assemblée générale la semaine dernière. C'était très clairement, on a des problèmes de peinture imperméable sur une façade au plâtre, ce qui est extrêmement courant malheureusement à Paris, et on sait qu'on va avoir des problèmes de pans de bois. Donc également, euh, prévoir déjà à l'Assemblée générale un vote de budget de précaution pour les réparations très certainement
nécessaires sur les pans de bois qui sont masqués pour l'instant. Donc, c'est vraiment tout ce qui est accompagnement technique et puis éviter au maximum les mauvaises surprises. C'est à ça que servent également les diagnostics au début. Vraiment balayer tout le champ des possibles, réduire la marge d'erreur autant que possible. On a toujours des vices cachés ou des choses qu'on ne voyait pas avant, mais vraiment accompagner au maximum et faciliter la prise de décision, que les copropriétaires puissent le prendre oui, en toute connaissance de cause, avec suffisamment en amont pour faire ça de façon sereine et pouvoir se concentrer sur d'autres éléments comme les finitions, qui sont quand même quelque chose de beaucoup plus agréable pour les décisionnaires. Alors, justement, quelque chose qui vous réunit les uns et les autres ce soir, comme tu l'as si bien souligné dès le départ, c'est les problèmes d'eau. Donc, d'eau, de fuite, d'infiltration qui génèrent un certain nombre de problèmes, de dégâts, et des choses qui vont être visibles avec le temps, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place, quoi, Voilà, des fois, ça met voilà. des Des fois, ça décennies peut à mettre se des déclencher décennies les avant qu'on pathologies. sache qu'il y a eu Oui. un problème, et parce que c'est à l'intérieur, et donc on le voit pas forcément, et des fois, ça vient couler, ça vient dégouliner, ça vient s'introduire, ça vient, voilà, et là, pour le coup, on le voit, enfin, on ne sait pas forcément l'origine du problème, mais on voit où ça atterrit. Ça, c'est évident. Alors, on a beaucoup de questions par rapport à ça, parce que c'était un peu aussi la thématique de ce soir. Et c'est vrai que, voilà, donc je donne quelques exemples de questions. Bon, on essaiera d'y répondre plus tard. Mais là, par exemple, une première question là, qui est évidente de Philippe, qui nous dit comment on peut faire face aux fuites de plomberie. Voilà, donc on a des fuites de plomberie. Est-ce que l'architecte il va intervenir parce qu'il voit qu'il y a un problème de ce type-là? Je sais qu'après, chez Triflex, il faut attendre que ça dégénère un petit peu pour peut-être se dire que il y a des problèmes qu'il faut solutionner. Donc voilà. Méline, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, si déjà on détecte quelque chose de ce type-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les problèmes d'humidité viennent on a plusieurs sources, hein. Soit ça vient, c'est des entrées d'eau qui viennent de l'extérieur, un problème de clos et de couvert. Et donc là, en effet, il faut remettre une étanchéité, une couverture, une protection de balcon, parce que ça rentre dans la structure, ça ravine, que ce soit du pan de bois, du béton, de la pierre. J'ai préparé plusieurs photos que je transmettrai après. Ça peut faire des désordres structurels extrêmement importants avec chute de matériaux. On a également l'humidité qui vient de l'usage du bâtiment lui-même, les douches beaucoup plus importantes, la vapeur d'eau ou les écoulements de plomberie. Donc là, le rôle de l'architecte va être de venir, d'ausculter, de regarder et de voir s'il s'agit d'un problème d'humidité atmosphérique, un défaut de ventilation, des problèmes de fuite, d'origine privative ou sur des réseaux communs, et donc de proposer des solutions à la suite. Malheureusement, chaque cas est particulier. La seule phrase qui marche à chaque fois, c'est les résoudre le plus tôt possible, puisque ça abîme les matériaux, ça abîme les supports, et pas uniquement de façon esthétique, hein, c'est pas que du cosmétique. Ça peut attaquer en profondeur. Et donc, je pense qu'on va parler des balcons, que ce soit des balcons en pierre, en métal ou en béton armé. L'eau qui rentre vient saper les supports, et ça finit par tomber, malheureusement, ce qui a fait la une de certains journaux récemment. Justement, Et ça, on va demander à Marion et Anthony peut-être ce qu'ils ont pu observer, puisque bon, ils sont quelque part aux premières loges, hein, enfin, c'est un mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que bon, vous, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans le cadre de votre activité. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous avez vu une dégradation justement des matériaux sur les balcons? Est-ce qu'il y a plus de problèmes aujourd'hui qu'avant?
Est-ce qu'on vous appelle plus souvent? Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous, Méline. L'ensemble des pathologies que l'on peut voir sur les balcons sont dues au fait souvent d'une absence d'étanchéité. Faut le savoir, lorsqu'on construit un bâtiment aujourd'hui, le promoteur, Il n'y a pas il n'y d'obligation. a pas d'obligation d'étancher son balcon. Alors vous allez dire, c'est quand même inconcevable si on ne protège pas les bétons, Oui, si on ne protège et pas ça, malheureusement, comment c'est possible? C'est à qui du coup de faire ça? Au bout de 10 ans, c'est le syndic de copropriété qui se réveille, qui appelle un maître d'œuvre et qui dit, bon, nous, on a des infiltrations de partout. Et donc, la décennale de l'entreprise, donc le promoteur, n'est plus du tout impacté, puisqu'on a passé ce délai. Et aujourd'hui, c'est à vous, copropriétaires, d'entamer les travaux. Et c'est là qu'on se retrouve avec nos clients, des façadiers, des étancheurs, des personnes qui sont spécialistes dans l'application d'étanchéité et qui vont rénover. Souvent, il y a toute la façade qui est faite en même temps. Donc, on a l'échafaudage qui est installé et on va attaquer, donc, comme vous disiez tout à l'heure, les enduits de façade, etc. Et on va en profiter pour faire l'étanchéité des balcons, puisque souvent, ce n'est pas fait. Parfois, c'est fait, parfois, c'est mal fait. Mais dans la plupart des cas, et ça nous arrive de plus en plus de tomber sur des copros où la dalle béton est à nu, ou alors il y a simplement du carrelage. Et le carrelage ne constitue en rien une étanchéité, il faut le savoir, il faut le souligner. Ou alors même le relevé d'étanchéité, l'équerre qu'on peut trouver. merci. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, voilà. Donc on est Oui, oui. d'accord. Mais si le carrelage était étanche, on en ferait des bateaux, hein. C'est bien dit. Voilà, faut le savoir. L'eau passe à l'intérieur des joints où sont coulés le carrelage et ça s'infiltre dans le béton. Et là, on voit des signaux que vous devez certainement voir sur certains immeubles. On en voit tous les jours des signaux d'alarme auxquels il faut prêter attention et qui nous disent, nous, en tant que copropriétaires, voilà, le syndic doit entamer des travaux parce que j'ai vu des fissures, parce que j'ai vu des ferraillages apparents. Vous avez Alors, juste Marion, une question. Est-ce que ça se produit plus souvent dans les immeubles récents ou neufs ou dans les immeubles anciens? Est-ce que à l'époque, on étanchait ou c'est simplement parce que au fur et à mesure, les constructions sont devenues plus légères? Ah non, mais en fait, on répond en duo avec Marion, hein, pardon, prendre la parole. Ça n'a jamais été fait. C'est arrivé sur des vieux balcons, vous avez des systèmes étanchéité bitume avec un lit de sable et puis quelquefois des dalles sur plot, enfin pas des dalles sur plot, des dalles 50-50, des choses comme ça, mais c'est plutôt rare. La majorité des balcons n'ont jamais été étanchés. Et donc, c'est en vieillissant que les pathologies apparaissent, mais aujourd'hui, sur 99% des balcons existants que l'on voit, il n'y a jamais eu d'étanchéité, sauf sur les balcons en structure acier, où là, il faut une étanchéité, c'est obligatoire à la construction, ce qu'on appelle les planchers collaborants. Mais là, c'est un peu plus technique. Mais les balcons, on va dire, de monsieur et madame tout le monde, n'ont jamais été étanchés. Donc, quand on arrive, nous, on est le dernier intervenant qui va pouvoir faire quelque chose pour préserver l'ouvrage. C'est ça, on est dans la préservation de l'ouvrage et dans la préservation aussi des personnes qui circulent sur cet ouvrage. Puisque, évidemment, si on ne fait rien, le balcon, après, va s'abîmer et au-delà de ça, on risque la stabilité de l'ouvrage. Donc, nous, aujourd'hui, tout ce qu'on voit, hein, que ce soit bord de mer, où il y a beaucoup de carrelage, mais il n'y a pas d'étanchéité en dessous, à Paris, où les balcons sont apparents, enfin, dans toute la France, c'est très, très rare de trouver des balcons étanchés. La plupart sont nus, béton ou recouverts de carrelage. Donc Voilà. évidemment, pour répondre à votre question, Isabelle, forcément, dans les immeubles anciens, ça s'aggrave de plus en plus car l'eau stagnante et l'humidité persistent dans le béton et donc les ferraillages à l'intérieur éclatent, font éclater les balcons, les fissures s'installent et les maçonneries s'écaillent, le carrelage se décolle. Souvent aussi, ça c'est un signe d'alarme qu'on voit tous les jours. Les peintures en sous-face commencent à se décoller aussi. Et là, quand ça commence à pencher, il ne faut plus monter dessus, hein, on est d'accord. On va éviter... Il y a des solutions aussi qui sont proposées où quelquefois l'entreprise va mettre juste une protection à l'angle du balcon et de la façade, ce qu'on appelle un relevé d'étanchéité, mais ne va pas traiter l'ensemble de l'ouvrage. Donc ça, j'attire aussi l'attention sur les copropriétaires. Ça, ce n'est pas à faire parce que c'est déjà plus autorisé par les assurances. Et si vous ne traitez que cet endroit-là, l'eau va s'infiltrer sous l'étanchéité que vous pensez avoir et va accentuer encore les fuites chez le voisin d'en dessous, que ça va passer
sous l'étanchéité, rentrer dans les volets roulants, hein, j'en ai vu plein. Hein. Vous ouvrez votre volet roulant, il est plein d'eau et là, ça coule dans l'appartement de la personne qui est en dessous. Donc ça, c'est aussi quelque chose à proscrire. Aujourd'hui, soit on traite un ouvrage complet ou il ne faut pas le faire. D'accord. Alors, j'ai une petite question ça arrive à la fois pour sur Méline. Voilà. des immeubles. Oui. Oui, Tu ça peux arrive à la fois sur des compléter. immeubles haussmanniens, Ouais. des immeubles en pierre de taille. Hein. On a eu le cas, on a prévenu. J'ai vu des signes avant-coureurs. On a prévenu. Malheureusement, en quelques semaines, c'est tombé. Avec les chocs thermiques. On a également le cas sur des immeubles des années 60-80, mais on a également des pathologies qui se développent extrêmement rapidement sur les immeubles récents, puisque même des immeubles livrés il y a moins de 2 ans, on a toujours, les constructeurs n'ont toujours pas l'obligation, et pour faire des économies, ne mettent pas d'étanchéité sur les sols, et avec les éléments à rupture de pont thermique, les surépaisseurs sur les façades d'isolation thermique, ça masque certaines pathologies, des signes avant-coureurs. Donc en effet, les basculements, les désorganisations, les fissures entre la façade et la dalle, on a des pathologies sur les balcons qui sont, que l'on peut trouver quel que soit l'âge du balcon. Ça peut aller relativement vite suivant la structure. Oui. D'accord. Alors, je voudrais quand même qu'on clarifie parce qu'on a Stéphanie qui nous demande à qui s'adresser pour une expertise de balcon qui ont des infiltrations. Est-ce qu'il faut s'adresser à l'assurance de l'immeuble ou est-ce qu'il faut s'adresser à l'architecte de l'immeuble? L'architecte. L'assurance ne fera que proposer un remboursement sur les désordres. Ce qui est traître, par exemple, un balcon qui est infiltrant, où on a donc des cloques, des coulures de rouille, ce qui n'est vraiment pas bon techniquement. L'assurance ne le voit pas comme étant un désordre à couvrir. Ce n'est que de l'embellissement et qui ne rend pas l'appartement inhabitable. Alors ça se discute. Il peut y avoir un propriétaire à destination dans le cadre de garantie décennale, mais il vaut mieux aller voir un technicien. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse. Un architecte n'a pas à vous vendre une technique ou de la main-d'œuvre. On va vous chercher la meilleure solution. Quelle est l'origine? Je suis à peu près sûre, sans avoir vu l'immeuble, que ça va être réparer le support et prévoir une étanchéité. C'est presque contractuel. Excusez-moi, je viens de voir. Oui, en moins de 2 ans, ça peut arriver que l'on ait des désordres. Le mieux, c'est d'aller voir un technicien qui va prendre en compte tous les éléments, que ce soit l'étanchéité, la structure. Pour lire la structure, on voit des désaffleurs, des dalles, par exemple, qui ont un tout petit peu bougé, une fissure très nette, une cassure, des traces de rouille, des traces brunes qui indiquent que les fers sont touchés. Après, l'étanchéité qui va être à mettre en place, souvent sous les balcons, il faut partir sur des étanchéités minces. Il faut vérifier que ça peut supporter. Et en effet, on a régulièrement, ce que disait Marion, le ravalement qui va être à prévoir en même temps, parce que rendre étanche, rigidifier, si on laisse toujours les cloques et les anciennes pathologies, les anciens désordres, voilà. Donc, quelqu'un qui puisse vous proposer une solution complète qui couvre les différents paramètres. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Et on va vous proposer une solution avec du triflex, une reprise de façade comme ça. Il arrive, donc pour les balcons, on voit des choses visuellement. Après, on peut également faire on ne voit pas à travers la matière, il faut faire des sondages. On a possibilité de passer des radars, de prendre des prélèvements. On fait une carotte et on regarde à la compression. Alors là, c'est vraiment quand il y a un risque avéré où on fait des tests à la compression, la résistance des aciers, s'il y en a assez. Mais ça, c'est quand on est vraiment parti sur quelque chose où le risque pour les biens et les personnes est important. C'est les façons de diagnostiquer. Alors justement, parce que il y a nécessité quand même d'entretenir le bâti et le syndic a une mission par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il peut y avoir, donc ça c'est Cyril qui nous demande ça, une responsabilité du syndic professionnel suite à des dégâts ou des accidents qui seraient parvenus par négligence, tout simplement.
Donc, est-ce que le syndic, il a un devoir de conseil et quand il voit qu'il y a un danger potentiel, doit faire intervenir l'architecte et prendre en charge enfin, en tout cas, essayer de faire voter rapidement les travaux nécessaires. Alors, le syndic, pour simplifier au maximum, le syndic est le secrétaire. Il fait appliquer les décisions de l'Assemblée générale. Il s'occupe si on lui transmet l'information, il faut déjà qu'il soit alerté par les occupants, les propriétaires, mais il n'est pas complètement technicien. Ceci dit, si un architecte ou un plombier ou un maçon a alerté, le syndic doit retransmettre l'information au copropriétaire. Après, sur les jurisprudences, c'est un petit peu compliqué. Ils ne disent pas tous la même chose. Le syndic n'est pas forcément technique, sauf s'il a un bureau d'études intégré. Il doit proposer, généralement ils le font, il doit présenter les rapports techniques, proposer des solutions et avertir l'Assemblée générale pour que les copropriétaires puissent se prononcer. Mais souvent, les copropriétaires n'ont pas non plus toutes les compétences techniques pour. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux se faire accompagner par des techniciens. D'accord. C'est un peu une réponse de Normand, je suis désolée. Pourtant, tu n'es pas normande, si, Méline? Que se passe-t-il? Non, mais c'est vrai que même après, comme copropriétaire, apprendre qu'il y a les balcons qui sont à renforcer, à étancher, ce n'est pas toujours des décisions simples à prendre et on peut hésiter aussi. Hein, tout n'est pas de la faute du gestionnaire. Il faut permettre aux copropriétaires, ça c'est le rôle du technicien, que ce soit l'architecte ou n'importe quel technicien qui soit appelé, il faut pouvoir expliquer quel est le problème, quelles sont les solutions et pourquoi on propose ces devis-là. Donc, alors, oui, on a Daniel qui nous dit: j'ai une fuite des eaux dans les cuisines qui ont imbibé le bâtiment pendant plus de 6 mois. Les risques sont-ils importants? L'examen par un architecte est-il conseillé? Voilà, donc Daniel. C'est pas bon signe. Généralement, il faut mieux réparer une fuite rapidement, ne serait-ce que pour préserver les embellissements. Après, savoir, c'est rarement la première fuite. Il faut pouvoir ausculter les fissures en dessous. La première chose, c'est de réparer, supprimer les fuites. Et puis après, il faut vraiment, au cas par cas, aller sur place, voir. Ça peut être une simple désorganisation du support de carrelage, comme un problème de structure. J'ai préparé plusieurs photos montrant une fuite qui a perduré pendant quelques semaines, réparer, recommencer 2 ans après, enfin tout ça sur 10-15 ans. Et là, on est contraint de refaire toute la structure. Il faut regarder, ausculter à chaque fois, mais laisser passer l'eau n'est jamais une bonne solution. Ça peut affouiller les matériaux, que ce soit le béton, faire partir les fines, les sols. Sur le bois, ça met des mois, des années, mais c'est jamais une bonne solution. Première chose, faire réparer la fuite, rétablir. Normalement, une cuisine est censée, le sol doit être étanche. C'est pas le cas sur les immeubles anciens, pas toujours sur les immeubles modernes. C'est vraiment à voir au cas par cas, mais la première chose, supprimer les passages d'eau. Voilà. Alors, il y a Bernard qui veut savoir si les audits et les contrôles d'entretien de santé des bâtiments sont quelque part obligatoires ou recommandés. Et tous les combien on doit faire son petit bilan de santé? Alors, Méline, je ne sais pas. Parce que on a parlé du vétérinaire et du docteur, mais alors du coup, est-ce qu'il y a des bilans de santé à faire régulièrement? Alors, ce qui est devenu très, très à la mode en ce moment, le DTG et le plan de travaux pluriannuel, c'est quelque chose que la compagnie a commencé à mettre en place il y a pas loin de 20 ans. Hein, ça s'appelait des audits techniques. Ça dépend. Un audit peut être intéressant si vous avez régulièrement entretenu votre immeuble.
il est en état correct et vous ne savez plus si c'est d'abord la peinture de l'escalier, un ravalement. Donc, ça permet vraiment de prioriser. On visite tous les éléments, ça permet de prioriser. Il m'est arrivé également à moi, comme à d'autres architectes, de faire une visite d'audit et de se rendre compte que justement, le balcon était en très mauvais état. On m'appelait pour une fissure au 5e étage et c'est le balcon du 3e étage qui m'inquiétait. Si vous avez un architecte d'immeuble, normalement, il va voir les évolutions, il va pouvoir vous alerter s'il voit quelque chose de plus urgent que ce que vous le souhaitiez. C'est le rôle de l'architecte ou de n'importe quel sachant. Là, les diagnostics deviennent obligatoires. Alors, ça dépend de la taille de la copropriété, mais ça se met en place de façon systématique. C'est vrai que c'est le point de départ de la mission. Ça permet vraiment de faire une radiographie générale, globale, pour permettre de mettre dans l'ordre les travaux par ordre d'urgence, technique, législative, et permettre de thésauriser quand même ce qui va venir sur les travaux à venir sur les 10-15 ans, et apprendre par ordre d'urgence. Vaut mieux réparer la couverture qui est fuyarde et les balcons avant de refaire la cage d'escalier ou les appartements. Donc ça vaut mieux le faire si vous n'en avez jamais eu de fait, vaut mieux le prévoir à court terme. Moi, il m'est arrivé d'en faire il y a 15 ans et là, on l'a réactualisé parce que les normes évoluent, le bâtiment vieillit comme nous tous, plus ou moins sollicité. Euh, Tous les 15-20 ans, c'est pas mal déjà, hein, c'est bien. Si Ok. vous êtes suivi régulièrement par un technicien, de toute façon, on vous alertera. Comment procéder à la réfection de balcons filants et quel revêtement poser au sol? Sinon, on a aussi Régine qui a des problèmes de cloquage des sous-faces de balcon. Donc, apparemment, il y a des vétustés de joints, il y a un manque d'entretien des joints du carrelage privatif des balcons supérieurs, etc. Elle veut savoir, c'est un immeuble qui a plus de 25 ans, elle veut savoir quel est le meilleur remède. Donc, elle a plein de problèmes. Donc, voilà. Donc, peut-être là, on est un peu plus dans le remède, dans les solutions et montrer ça un petit peu par l'exemple, ça serait pas mal, ça serait un petit peu plus parlant. Et souvent, on est coincé par la hauteur des seuils. Il y a ce qu'on appelle les DTU, documents techniques unifiés, c'est les règles techniques professionnelles que l'on ne peut pas toujours respecter dans l'existant. Si on vous rajoute une marge de 20 cm entre votre séjour et le balcon, on réduit la porte-fenêtre d'autant, mais souvent on va partir sur des étanchéités les plus minces possibles avec une protection. Qu'il y ait des passages d'eau à travers les balcons, c'est rarement bon signe. Il y a un point faible, c'est les joints de dilatation. Donc, en effet, les rainures que l'on a tous les 2, 5, 10 mètres. Là, on peut avoir des passages d'eau. On ne peut pas, puisque c'est des joints de dilatation pour permettre aux deux dalles de béton de bouger entre elles. Là, on peut avoir des cloques, mais c'est très localisé. Si vous commencez à avoir des cloques importantes, des stalactites, des taches brunâtres qui correspondent donc à la rouille des aciers, faut partir sur un système d'étanchéité. Alors, tiens, Je peux vous garder il y a un quelques certain photos. Benjamin Dahan qui pose une question. Tiens donc. Et il nous dit il veut savoir là, pour l'entretien au quotidien des résines d'étanchéité. Il dit peut-être une question qui fâche. Pour l'entretien d'étanchéité, en fait, une résine s'entretient comme un revêtement de sol, j'ai envie de dire. Ça dépend après des technologies de résine. Il y en a qui supportent très bien les produits agressifs et d'autres moins. Moi, ce que je peux vous expliquer, c'est comment entretenir un système triflex. Je connais moins les autres, évidemment, puisque chacun a ses particularités. Un système triflex, généralement, ça s'entretient avec de l'eau chaude, un balai pont, vous savez, un balai brosse. Et puis après, on peut ajouter un peu de Vigor ou des produits comme ça pour nettoyer évidemment le revêtement. Après, il y a des revêtements qui sont plus poreux et qui vont s'encrasser un peu plus facilement et qui, eux, vont être plus difficiles à nettoyer puisque leur technologie est différente. Mais si on prend dans ces cas-là la lessive Samar ou des choses comme ça, mélangée avec de l'eau, un peu d'eau chaude, on arrive à nettoyer son balcon en général en fonction évidemment des tâches. Il y a des tâches qui sont plus sensibles que d'autres.
comme le vin rouge ou des choses comme ça qui sont un peu plus difficiles à enlever. Mais en général, c'est très facile d'entretenir un balcon recouvert d'une étanchéité liquide, hein, d'une résine. C'est un peu plus difficile sur une coursive puisque les glissances sont différentes. Une coursive, en fait, vous avez une texture qui est beaucoup plus granuleuse puisque c'est un endroit de circulation pour le public. Donc, évidemment, il faut avoir une glissance bien inférieure au reste de l'immeuble. Donc là, il faut un peu plus d'huile de coude. Mais sinon, c'est très facile à entretenir. Et puis surtout, j'ajouterais même que notre chimie résiste à la stagnation d'eau, à la différence d'autres résines d'étanchéité qui ont peut-être un peu plus de difficulté à avoir une résistance à tout ce qui est Karcher, Ouais. etc. La chimie Triflex a une très bonne résistance aussi aux racines rhizomes, aux sels de déneigement, à tout ce qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi on arrive aussi à poser notre résine sur des parkings ou sur des toitures terrasses. Et on a la possibilité de vous montrer quelques photos que je vous ferai circuler après, de réalisation de systèmes. On essaye aussi de proposer des solutions pérennes. Tout à l'heure, je voyais une question d'une personne qui me disait « mais au bout de 2 ans, ça s'en va ». Je comprends, dans certains cas, dans certaines configurations, soit c'est un défaut de mise en place par l'applicateur, ce qui peut arriver. La préparation du support qui est indispensable parce que pour pouvoir poser une résine, il faut revenir au support existant. C'est-à-dire, si jamais il y a du carrelage, dans certains cas, le taux d'humidité est tellement important qu'il faut enlever le carrelage, malheureusement, pour pouvoir remettre de l'étanchéité. S'il y a de la peinture qui a été posée, s'il y a n'importe quel revêtement, on doit tout enlever, revenir à la dalle béton brute par grenaillage. Vous le savez très bien, Méline, je vois que vous approuvez. Dans certains cas, voilà, les travaux sont conséquents, malheureusement, parce qu'il faut protéger surtout la dalle béton et les ferraillages. Donc, on n'est pas là pour rajouter une peinture qui va permettre de recouvrir l'existant sans problème. Non, on va apporter une étanchéité qui, certes, est colorée, esthétiquement sympa, ça c'est l'avantage, et peut être aussi recouvert par du carrelage. Ça aussi, il faut le souligner pour les personnes qui aiment beaucoup le carrelage. Ça n'empêche qu'on peut quand même en rajouter par-dessus, mais la préparation du support et l'application sont 2 critères indispensables pour que ce soit pérenne. Et nous, on apporte des solutions qui sont éligibles à la décennale. Vous voyez dans le chat, Justine Gombert, notre directrice marketing, répond à Benjamin. Pour plus d'informations sur le guide d'entretien des balcons, on vous oriente vers notre site internet pour télécharger ce guide d'entretien et connaître les différents produits à utiliser. On a essayé de faire ça bien avec un guide prévoyant la pression et qui permet à toutes les entreprises d'être distribuées après que le chantier soit réceptionné pour guider les copropriétaires. Comment j'entretiens mon balcon maintenant. Alors, sur les cas, en effet, on peut avoir à mettre, dans certains cas, c'est recommandé, on peut avoir une très bonne membrane d'étanchéité qui, en effet, est en garantie décennale. L'applicateur et le fabricant le garantissent sur 10 ans, mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un support sain. Il ne faut plus qu'il soit pulvérilant, il faut qu'il soit cohérent, que ça tienne et que ça adhère dessus, que ce soit bien posé. Certaines résistent mal, par exemple, les gens qui nettoient régulièrement avec de l'eau de javel et un balai à brosse dure. Dans ces cas-là, en effet, on recommande plutôt un carrelage en protection lourde de l'étanchéité. Mais chaque cas peut avoir une solution. J'ai vu également passer une question concernant, non, surtout pas en sous-face de balcon. Si l'eau peut rentrer, il faut la laisser. Pardon, je vois le message qui apparaît, surtout pas en sous-face. Et pour les balcons en pierre, à l'époque, les balcons haussmanniens n'avaient pas de protection. La pierre s'est abîmée, a perdu certaines de ses qualités. C'est pour ça que maintenant, il faut partir sur des protections en plomb. Là, pour le coup, sur la pierre, la résine ou la chimie, je n'ai jamais vu de bons résultats. Peut-être qu'un jour, la technique le permettra, mais à part le plomb, et d'ailleurs, on a l'autorisation de l'utiliser, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de résine adaptée. Généralement, c'est trop étanche, ça ne permet pas à la pierre de respirer, ça la dégrade. Voilà. Là, c'est un balcon
bien volé, années 60-70. Et il y avait donc la fissure qui était dans l'axe de la façade à chaque fois. On a le seuil, la fissure avait bougé, les balcons étaient partis, c'était que du préfabriqué. Donc, ça se Ah, voyait pas trop à la visite, mais donc tout descendait, ces raidisseurs partaient. Et donc, on a commencé par remettre tout le support à nu. Donc là, il y a les équerres d'angle. On a également isolé le bâtiment, donc il fallait vraiment bien le préparer avant. Donc voilà, l'isolant qui a été mis en place. Pardon, je montre sur mon écran. Donc, les balcons étaient repris. On a fait les écarts d'angle. On a préparé les départs euh, pour les isolants que l'on a pu mettre. Oups, pardon, je suis allée un peu vite. Voilà, donc l'état au départ, il n'avait pas l'air si abîmé et on a eu quelques surprises. Moi, j'ai été un petit peu moins surprise que les occupants parce que j'avais vu les signes avant-coureurs et ce qu'on a obtenu après. Et au sol, on a fait l'isolation thermique, on a fait l'étanchéité, on a changé les garde-corps. Je suis désolée, les photos de chantier, généralement, je ne prends que là où il y a des détails ratés. Donc là, on voit assez bien le garde-corps qui était mal fait. Donc, on peut mettre des résines pailletées, liquides, épaisses, des membranes plastiques ou du carrelage par-dessus. Euh, c'est vrai que si c'est antidérapant, on aura forcément un petit peu plus d'accroche aux mousses ou à la poussière, aux feuilles. Mais on a vraiment, les fabricants ont fait beaucoup d'efforts. On a des aspects très différents et qui peuvent convenir à chacun. Donc, on a l'aspect avant avec donc les coulures qui apparaissaient à la fois sur les dessus de voile. On avait pareil les appuis qui n'étaient pas protégés et les sols qui s'infiltraient, les sols de balcon. On avait des fissures traversantes pas belles. Donc, on a refait, euh, alors ça, je dois avoir une photo, tous les sols. On avait en dessous des cloques, des passages de rouille, des décollements, des stalactites. On a refait les étanchéités, changé les garde-corps qui étaient plus aux normes et qui tenaient plus bien. Surtout si on isole et qu'on étanche, il faut bien améliorer également la ventilation des appartements, à la fois pour limiter l'humidité intérieure et pour la qualité de l'air ambiant. Donc voilà, ça c'est fini. On a refait les étanchéités, on a mis de sol, on a mis des couvertines, on a protégé tous les éléments saillants et en essayant de préserver l'aspect existant et de donner quand même un coup de jeune pour que les copropriétaires puissent donc obtenir quelque chose d'un peu plus à leur goût. Euh, Pardon. Voilà, donc sur les étanchéités, il y a plusieurs techniques, mais vraiment, voilà, revenir à nu. Là, on a enlevé les carrelages, on a refait une chape. Remettre à nu, ça permet d'enlever tout ce qui est abîmé, refaire une forme de pente pour que l'eau s'écoule bien vers l'extérieur et pas vers les seuils. Donc voilà, ça c'est une peinture imperméable sur du plâtre, une fissure qui se voyait très clairement. C'est pour ça qu'on m'a appelé sur l'immeuble. Il y avait donc des entrées d'eau, ça reste bloqué derrière ces peintures. Euh, Ça a été le premier diagnostic. Euh, et en sortant de l'immeuble, j'ai découvert cette mocheté, un balcon qui prenait l'eau puisque la peinture imperméable a été mise sur la façade, en plâtre, en pierre, le dessus de balcon, les rives et le dessous. Donc, toute eau qui rentre dedans restait coincée, ça a complètement raviné la pierre. Voilà, ça fait ces traces de coulure, des éclats. Cette peinture était censée être auto-lavable. On voit bien ici le balcon qui commençait à verser, à se casser. Donc, on a dû remplacer les pierres. Ça a fini par tomber, hein, malheureusement, très rapidement. On a remplacé les pierres. On a mis, là, sur ce cas-là, c'est des balcons très longs, sans relevé possible. Donc là, on avait dû partir sur du plomb. Voilà, là, on voit la pièce qui était tombée il y a 2 ans, quand il faisait très chaud à Paris au mois de mai, tous les soirs, il y avait des orages de grêle. Les matériaux étaient très usés, n'ont pas bien supporté. Voilà, c'est tombé. Euh, on voit assez bien d'ailleurs, c'est une photo que j'aime bien puisqu'on voit le garde-corps et l'ancrage du garde-corps. Le retour, ça sert d'équerre, ça tient la pierre, ça tient le garde-corps et on voit bien que tout a été traversé et abîmé. Voilà, il n'y en avait plus.
toute la pierre qui était, donc l'étanchéité est très importante, mais pas partout. Il faut vraiment mettre sur les éléments saillants, mais pas sous les dessous, pas sur les faces. La pierre en dessous était complètement épeauffrée, partait, tout nous restait dans les mains. On a dû faire beaucoup de retailles, remplacer beaucoup de consoles et d'éléments. On avait dû mettre l'échafaudage très vite pour tenir le reste des balcons qui menaçaient de choir. C'était donc des peintures imperméables, mais plusieurs couches, une première, une deuxième, une troisième. Ça a été très compliqué à enlever. Donc là, on a été aidé par plusieurs fabricants. On a dû faire beaucoup d'essais. Les mousses se développaient. Même les garde-corps, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, même les pieds de garde-corps finissaient par rouiller. Le toit, qui avait pourtant moins de 10 ans, avait été mal réalisé, il se déformait, il manquait des supports, le zinc était trop large. Les pierres en dessous, quand on enlevait la peinture, donc n'avait plus de moulure, tout tombait en poussière. Ça, c'est les pans de bois, la première photo que j'ai montrée, où on avait donc cette fissure qui suivait le pan de bois. Des remplacements de fenêtres, fait un petit peu de façon aléatoire, on va dire. Le poteau bois qui ne reposait plus sur rien, le bois avait complètement disparu. Le sol du balcon, ils avaient simplement fait un glacis en ciment, ce qui n'est pas étanche. Pareil, si le ciment était étanche, on en ferait des sous-marins. Hein. Voilà, donc on a remplacé, ça c'est ma main, au 5e étage, voilà, on a remplacé les pierres une par une. Pardon. Tout partait en dessous, on a dû faire des retailles. Donc voilà, là on a enlevé l'appui qui était complètement délité, on en a remis un, on a pu mettre, là on a fait le choix, comme c'est en co-visibilité directe avec la gare du Nord, on a mis des recouvrements métalliques, donc du zinc ou du plomb, mais on a refait des incrustations de pierre. Voilà, donc les pans de bois ont été remplacés. On a mis un papier anglais, puis du plomb pour reprendre. Sur cet immeuble-là, il y a tellement de peinture, de pollution juste à côté de la gare. Il y a beaucoup de charbon qui était déposé sur la façade. À force de décaper, on a retrouvé en dessous d'anciennes publicités sur des verres sérigraphiés. Voilà, donc ça, c'est les incrustations. Au fur et à mesure, parce que l'eau qui s'incruste dans les matériaux, on a tous entendu parler de ces balcons qui tombent, les balcons en pierre, en béton armé avec les armatures qui lâchent, mais ça arrive également sur des éléments beaucoup plus anciens. Donc on est obligé de tout reprendre et on voit là le plomb qui avait été mis. Voilà, mais c'est malheureusement le petit plaisir des couvreurs qui ont fait des petits décors, la retaille qui a été entièrement faite. Et voilà, l'immeuble fini. Donc ici, on a repris les pans de bois, les recouvrements qui ont été faits et marqués. C'est boulevard Magenta à Paris, juste à côté des gares du Nord. Voilà. Et donc en dessous, surtout en sous-face, permettre à l'eau de s'évacuer et ne surtout pas la bloquer dedans, ça ressortira forcément dans les appartements par les fissures. Voilà, donc les peintures imperméables en sous-face, voilà ce que ça peut donner. Il faut vraiment prévoir les recouvrements étanches uniquement là où l'eau rentre et pouvoir la laisser sortir. Alors, voilà. J'ai Bravo, fermé un peu brutalement. Oui, 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 non, mais bon, là on voit qu'il y a vraiment eu un travail considérable à tous les étages. Alors, j'en profite pour répondre à Nadine. Quand Nadine répond donc dans le chat, Nadine explique qu'elle voulait des solutions compatibles avec la pierre parce que dans certains bâtiments haussmanniens, voilà, on est contraint à une réglementation spécifique de coloris surtout. Et donc, on est capable de faire des résines dans toutes les teintes possibles RAL. Et si, bien sûr, l'ouvrage est classé ou si on est appartient au bâtiment de France, on est capable aujourd'hui d'avoir un RAL spécifique et on a eu notamment l'occasion de faire des bâtiments historiques pour des chantiers un peu spécifiques. Et donc, voilà, c'est une rénovation de balcon qui a été faite à Val d'Isère. Donc, on est sur des balcons existants et on a apporté donc un système triflex, évidemment directement circulable, ce qu'on appelle une résine d'étanchéité, avec une finition, je pense, microchips. Donc là, c'est une photo vue d'ensemble du bâtiment.
avec l'état des balcons. Ça, c'est bon. L'organisation de chantier, hein, voilà, ça c'est l'endroit où étaient stockés nos produits. Alors, la photo est intéressante parce que nous, on travaille avec évidemment des bidons, hein. Donc, ce sont des produits d'étanchéité liquide qui sont contenus dans des bidons et ces bidons sont mélangés. La particularité de la gamme Triflex, c'est que toutes nos couches sèchent entre 20 et 30 minutes. Donc, je ne vous dis pas qu'on marche sur son balcon au bout de 30 minutes, hein, puisque ce n'est pas le cas, mais ça permet de phaser son chantier. Quand on est sur un bâtiment où on sait qu'on va gêner les occupants, l'idée, c'est d'occuper le balcon le moins possible. Alors, évidemment, il y a la préparation de support, il y a l'installation de chantier, mais lors de la mise en œuvre, l'idéal, c'est de pouvoir recouvrir rapidement les différentes couches d'étanchéité, puisqu'un système d'étanchéité liquide, il est multicouche. Nous, sur un balcon, il y a 3 couches. Donc, évidemment, si vous avez un système lent en séchage qui va prendre plus d'une journée, vous devez revenir sur 3-4 jours. Et nous, voilà. Donc, l'application reste une application traditionnelle. Là, on est sur l'application, on va dire, de la partie mortier, qui est la partie qui va protéger le balcon et le rendre lisse, régulier d'aspect. C'est un mortier autolissant qui va permettre d'avoir une stabilité du balcon et d'avoir surtout une esthétique bien complète. Et là, donc, voilà l'autolissant qui est posé. Et après, on viendra poser une finition qui, cette finition, recevra un complément avec des microchips qui, eux, rendront ce système qui rend un système non glissant, hein, qui est un système privatif. Donc ici, vous voyez la couleur qui a été choisie. C'est une couleur claire qui est au choix, évidemment, de l'architecte et aussi des occupants. Et on voit sur la gauche le relevé d'étanchéité, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui, ce relevé, évidemment, protège la pénétration de l'eau dans les angles et évite d'exposer l'intérieur de l'habitation aux pénétrations éventuelles d'eau. Et là, donc, on avait un mixte entre du bois, du béton, un garde-corps qui a été refixé. On voit les fixations du garde-corps. Donc, ça peut être fait après coup si les garde-corps sont démontés. Nous, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une fixation par scellement chimique, hein, puisque ce scellement garantit la parfaite étanchéité du système. Si on est sur des balcons avec des garde-corps qu'on va conserver, on va relever l'étanchéité sur les pieds de garde-corps. En fait, on adapte, nous, notre solution et notre mise en œuvre aux préconisations de l'architecte et aussi aux normes de sécurité si, évidemment, vos garde-corps ne sont plus conformes aux normes actuelles. Marion avait envie de parler, je laisse parler. Et donc, je vous ai proposé de regarder ensemble cette référence de chantier qui change un peu de l'Île-de-France, mais je ne l'ai pas choisie au hasard, c'est parce que la chimie Triflex a une particularité, c'est qu'elle elle est ultra résistante et elle appartient aux catégories de performance les plus élevées. C'est un produit ultra performant dans le sens où il va résister aux écarts de température. Lorsque l'applicateur a appliqué ce système, il faisait en dessous de 0 degré. Vous voyez, on n'est plus on est en face du Mont Blanc, c'est ça? Et on a du coup une température de support qui est en dessous de 0 degré, ce qui est rare pour une résine d'étanchéité. Et non seulement il va pouvoir être appliqué dans des conditions extrêmes, mais en plus, il va résister aux écarts de température. On sait que parfois l'été, les températures montent très fort, même à Paris, et l'hiver, elles peuvent descendre de façon très froide. Donc, on est aussi résistant aux écarts de température, au gel, au sel de déneigement. Vous vous imaginez bien que parfois, on a, non pas à Paris, mais à Val d'Isère, du sel de déneigement aussi sur le balcon. Et on va résister comme ça à toutes ces agressions chimiques et aux agressions mécaniques, au poinçonnement, aux pieds de barbecue, aux chaises qu'on va poser sur son balcon. Tout ça, comme on a quand même une épaisseur de 3 ou 4 mm, c'est pas énorme, hein, vous disiez tout à l'heure, Méline, qu'on va apporter un film mince. C'est vrai que c'est un film mince, mais dans les systèmes d'étanchéité liquide, on fait partie des films les plus épais pour justement venir protéger mécaniquement l'étanchéité. Et on veut justement… 3-4 mm, ça reste quelque chose de fin. Ce n'est pas un demi-centimètre plus un autre demi-centimètre. Non, ça reste, ça fait partie des films minces. Oui, tout à fait. Mais vous disiez sur Paris, il y a peu de problèmes avec les sels de déneigement. On a eu quelques désordres depuis 2016 assez importants, justement sur des membranes d'étanchéité qui ne résistent pas du tout aux sels de déneigement.
Et plusieurs fois, l'hiver, il y a eu des gens qui ont sablé, et ça a dégradé des membranes très récentes qui n'étaient pas prévues pour. Voilà, super exemple, merci. Donc, on voulait justifier voilà, l'exemple de Val d'Isère qui est quand même assez sympa pour montrer à quel point notre produit peut permettre aussi d'apporter une solution pérenne. Parce qu'on n'est pas là juste pour vendre de la résine, sinon ce n'est pas l'intérêt. On est simplement aussi pour proposer à l'ensemble des copropriétaires une solution qui va durer dans le temps. On est bien conscient que vous ne voulez pas rénover votre balcon et on veut au moins proposer une solution qui va durer des années, au moins 10 ans. Voilà la garantie C'est la qu'on garantie propose, décennale. Ouais. tout simplement, pour Déjà. apporter une solution pérenne. Voilà. Comment poser un diagnostic et les dégâts que peuvent faire l'eau à travers des planchers, des salles de bain, des cuisines non étanchées ou une couverture, ça perdure pendant des années. Et là, ça peut être le cas, en effet, que ce soit sur de l'ancien ou du moderne, d'avoir justement ces membranes que l'on vient souder sur place. C'est rapide à mettre en œuvre. Par contre, ça accepte aussi les supports. Enfin, j'espère que votre produit fait ça, hein. Généralement, ça accepte les supports un tout petit peu souples, contrairement à d'autres matériaux. Ça, c'est un chantier que je viens juste de réceptionner. Ça, pardon, la photo affichée, c'était avant les travaux, hein. Un immeuble parisien assez standard, avec des centres extérieurs sur lesquels on a quelques piquages de cuisine, beaucoup d'encrassement, peinture qui avait l'air étanche, absence de protection sur les éléments saillants et mauvaise surprise, peinture amiante. Donc, l'importance des diagnostics assez tôt au démarrage. Des entrées d'eau, on avait encore les colonnes gaz qui étaient en appliqué à l'extérieur avec donc des détails assez graveleux sur le zinc et les protections, des bois abîmés, des défauts de joints. Donc, tout ça, c'est les problèmes d'entrée d'eau. Le rôle de l'architecte, ça va permettre de voir que là, on a des éléments en trop, du zinc, du plomb abandonné avec le gaz, ce champignon zinc qui était en fait une ancienne ventilation. Tout ça, ça a été pris en compte, intégré. Donc, les câbles de téléphone. Donc, toute cette peinture qui avait l'air assez standard, en fait, était amiantée. Donc, on a eu un chantier un peu compliqué. On vient de le réceptionner haut la main. Le toit qui était… Donc, le rôle de l'architecte, ça va être vraiment d'aller partout, de regarder. On m'avait demandé un avis sur des fuites en cave. Et puis, ben, j'ai dit, attention, il y a plusieurs problèmes. On est parti sur une recherche globale. On voit le toit qui a été entretenu. On a des réparations localisées. On voit qu'il frise. On avait quelques bandes qui avaient été mises pour réparer. On a ici l'anoue qui était problématique, hein. On avait beaucoup d'entrées d'eau en permanence. Des gouttières qui étaient masquées et pas forcément raccordées sur les réseaux. Donc, il faut vraiment aller… un maximum dans les espaces, regarder, parce qu'une entrée d'eau, on sait où elle ressort, par contre, trouver par où rentre l'eau, ça peut être assez vicieux. Donc, beaucoup de réparations, on voit bien, se sont donné du mal. Et en fait, les entrées d'eau venaient du bas de l'anoue. On voit aussi assez bien les fils d'antenne dans lesquels on se prend régulièrement les pieds. Voilà, on en avait aussi, donc là, c'est vu du pignon. On en avait par la fissure, le conduit du voisin, le chemin d'échelle pour venir. Donc, il faut vraiment regarder. Et la façade a été reprise. Et j'ai honte, vous n'avez même pas la façade finie. On a repris en enduit à la chaux, on a refait des étanchéités euh, en zinc sur les bandeaux filants. On a fait des résines étanches et chimiques sur certains appuis. On a supprimé le gaz et on a pu remettre… Ah oui, donc avec suffisamment de… Quand on a vu suffisamment de cas, là, en fait, au rez-de-chaussée, on pouvait lire en filigrane. Il y avait de la pierre en dessous. On a pu remettre la pierre en apparent. Plus on va anticiper les risques et les problèmes, moins il y aura de mauvaises surprises en cours de chantier. Et je suis désolée, je n'arrive absolument pas, Isabelle, à vous mettre les photos des bâtiments des années 80 et j'en ai un de 2012 livré par un producteur mondialement connu, un promoteur mondialement connu. Les balcons, en effet, sans résine. Et il y en a déjà 2 qui sont descendus et tout est à refaire.
Les balcons, plus ils sont grands, plus on va mettre du poids, des plantes, on va s'installer, il y a les garde-corps. Et c'est vrai que s'ils ne sont pas étanches, c'est toujours pas dans la loi, ça c'est presque criminel. Euh, il faut vraiment les étancher le plus tôt possible. Ça évite les problèmes esthétiques en extérieur, les entrées d'eau dans les logements, et puis surtout les problèmes de structure. Donc, un problème d'eau, ça peut venir à la fois d'un défaut de ventilation, d'une étanchéité trop complète sur la face, le dessus et le dessous, des balcons non étanches, des problèmes de plomberie. À chaque fois, c'est un cas particulier. Il faut vraiment regarder proprement et c'est là où prendre un technicien prend tout son sens. Surtout Alors, pour proposer la solution technique la plus adaptée. Les membranes peu épaisses permettent en effet d'étancher des éléments un peu compliqués qui n'étaient pas prévus pour au début. Juste un petit mot de mon côté, comme dit Méline, un balcon neuf, aujourd'hui, c'est 350 kg par mètre carré de résistance. Ça, c'est quand il est neuf. Par contre, quand il va évidemment vivre dans le temps, que les ferrailles vont corroder, il faut faire attention à ne pas surcharger son balcon avec d'énormes pots de fleurs et des choses vraiment lourdes sur son balcon, puisque cette résistance diminue avec le temps si on va dire, la structure, le support n'est pas protégé. Et ce qu'on oublie quelquefois aussi en copro, c'est tous les aménagements autour. Je vais laisser parler Marion parce que je suis très tenté de parler, pardonnez-moi. C'est les escaliers, les coursives, tout ce qui est vie commune. Et pour ça aussi, l'étanchéité liquide est une solution. Et je laisse parler Marion. Alors Gladys, si tu veux avancer sur une photo, donc là bien sûr vous comprenez que Avant. c'est avant. Ouais. On peut supposer que les escaliers sont situés au-dessus de parties closes, au-dessus de caves par exemple. Et donc dans certaines copros, on a aussi des infiltrations dans les caves, dans les sous-sols, dans les parkings souterrains. Et on est capable aussi aujourd'hui de remplacer les systèmes d'étanchéité traditionnels de type asphalte ou bien d'autres types bitumineux par de la résine. Donc là, on voit qu'il n'y a rien du tout qui protège le béton. Tu peux avancer Gladys, j'aimerais voir des photos finies. Ouais. Donc là, on peut imaginer que attenant à cet escalier, il y a donc une terrasse et donc on a une continuité de l'aspect esthétique avec un jeu de couleurs pour prévenir de la première et la dernière marche et une finition antidérapante. Donc en fait, on va sabler la couche de finition à refus, donc avec un sable de quartz qui va permettre de créer une accroche. C'est pour ça que tout à l'heure, Monsieur Daon me demandait est-ce que c'est facile d'entretien? Bah oui, forcément, avec un sable de quartz, on ne peut pas tout avoir, une finition lisse et un encrassement, c'est normal, mais on a besoin aussi de protéger les usagers d'un phénomène de glissement. Donc on va davantage nettoyer avec des karchers ou des choses un peu plus abrasives. Et on voit là en surface courante peut-être une finition un peu plus lisse avec des relevés. Donc là, on est sur une école. C'est un peu marrant de voir ça puisque c'est au Pays Basque. Vous aimez peut-être les couleurs. On voyage avec moi ce soir. Et vous avez des piscettes sur les côtés le long du relevé d'étanchéité qui va permettre, comme le disait Méline, une bonne évacuation des eaux pluviales. C'est important, la gestion des eaux usées. Et aussi une forme de pente qui est très légère mais qui est indispensable pour évacuer l'eau sur les côtés. Donc, on s'adapte à l'existant, à la nature du support. Et si vous avez des projets au-dessus de caves, dans des parkings ou sur des balcons, on est capable aussi de répondre, comme a montré Méline tout à l'heure, une cour intérieure avec des caves en dessous. Je suppose que là aussi, parfois, il peut y avoir dans les cours parisiennes des problèmes d'infiltration qui embêtent les usagers. Et comme le temps de séchage est limité de 30 minutes entre chaque couche, vous imaginez bien que les travaux ont pu être faits de façon rapide pour permettre aux écoliers, mais aussi aux copropriétaires, de pouvoir accéder rapidement dans leurs appartements ou ici dans les salles de classe. Voilà, c'est ça qui est important de souligner, c'est que on peut aussi, les travaux, bien sûr ça prend du temps puisqu'il faut démolir un peu avant d'appliquer, mais une fois que c'est appliqué, ça sèche vite. Voilà, c'est l'avantage. Ce petit mot de la fin pour conclure, parce que il est l'heure et il va falloir qu'on se quitte. Et je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, comme toujours. Bon, il y en a certains qui ont posé des questions un peu pointues. Alors, des fois, c'est un peu hors sujet. Des fois, c'est on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, vous savez que nos intervenants sont toujours à votre disposition. Vous pourrez les contacter par la suite. On vous donnera les coordonnées. Vous récupérez la vidéo en replay. Alors, l'humidité, l'eau liquide,
vaporiser, c'est le plus gros souci du bâtiment existant, hein, par l'occupation humaine. Par contre, c'est là aussi où il y a le plus de solutions. Donc, il faut vraiment bien chercher avant d'appliquer une solution, mais surtout supprimer les fuites le plus tôt possible. Mhm. J'ai vu également quelqu'un qui posait une question, savoir s'il y avait des formations. Oui, on peut être architecte. Et sinon, la compagnie des architectes de copropriété propose tous les vendredis, le troisième vendredi de chaque mois, il y a des formations, des conférences qui sont ouvertes auxquelles vous pouvez participer. Voilà, alors peut-être pour préciser l'adresse du site internet. Tu connais Archicopro.com. archicopro.com. Voilà. Alors pour Triflex, c'est triflex.fr, hein, c'est ça? Flex.fr, tout à fait. Oui. Voilà. Ok, bah écoute, parfait, Méline. Alors, petit mot de la fin pour tous les deux, Anthony, Marion. Je vais laisser honneur à Marion qui Ah, Ouais. a vous ne préparé. votez pas? Non, je ne vois pas, mais c'est elle qui a préparé c'est elle qui a préparé cette intervention et met du cœur et s'investit énormément dans ce qu'elle fait. Et par respect, je vais la laisser conclure. Voilà. Donc, Ah, bah, parfait. oui, Gentleman. vendredi à la compagnie des architectes de Copro. Si vous y êtes, il y a un focus balcon qui est proposé. Tout à fait. Ah, en plus, c'est le sujet de vendredi prochain. Oui, Ah ben, on l'a C'est pas la fait exprès, deuxième hein. partie. C'est un problème qui est de plus en plus récurrent et qui va continuer à le D'accord. devenir. On a parlé des premiers balcons qui chutaient de façon régulière. Malheureusement, il y a de plus en plus de problèmes de balcons qui s'effondrent. C'est de façon exponentielle, mais on s'habitue, hein. C'est un peu comme à tout, on en parle moins d'informations, mais c'est quelque chose de plus en plus important. Et malheureusement, je ne suis pas très sereine sur les bâtiments futurs, hein, quand on voit comment c'est fait, avec les ruptures de ponts thermiques et tout ce qui est zone fragile et qui était révélatrice, je vois bien faire oui de la tête. oui, Malheureusement, je suis pas très sereine à ce niveau-là. Il y a des solutions qui existent, qui peuvent être, plus on attend, plus elles sont coûteuses, mais on sait réparer, on sait stabiliser. Je pense que tous les propriétaires ont fait un gros investissement en achetant. C'est important de pouvoir pérenniser. J'ai vu plein de questions me demandant: «J'ai une fuite, comment puis-je faire?» Faut trouver l'origine de la fuite déjà. Faut trouver la bonne solution. L'argent, c'est le nerf de la guerre en copropriété. Faire la bonne solution, au coût le plus abordable, ce qui n'est pas toujours le plus intéressant, hein. J'ai vu, il y a d'autres architectes qui étaient présents sur le forum, mais c'est voilà, prendre les problèmes rapidement et puis pas aller à l'économie forcément, mais à la solution intelligente et la plus pérenne possible. Trouver aussi une entreprise qui puisse, voilà, un professionnel de l'étanchéité qui puisse répondre à vos problématiques, nous solliciter pour qu'on puisse, voilà, vous orienter vers des entreprises formées à l'application des systèmes d'étanchéité liquide. C'est une technique innovante, tout le monde n'est pas capable de le faire. Des entreprises aussi qui sont adaptées pour un ou deux balcons et d'autres qui sont des façadiers qui font des immeubles entiers. Donc, on est là aussi pour vous conseiller parmi les applicateurs et d'aider aussi les maîtres d'œuvre qui nous écoutent pour pouvoir trouver des solutions et la rédaction des pièces écrites. Et c'est mon rôle tous les jours de pouvoir trouver des solutions pérennes. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Merci à Isabelle de son invitation et au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Eh ben, on renouvellera ça parce que je pense que c'est vraiment des sujets qui intéressent nos lecteurs. Donc ce soir, nous avions des copropriétaires, nous avions des gestionnaires de copropriété, nous avions des architectes de copropriété. Donc voilà, tout le monde a pu participer, poser sa question. On vous remercie. Donc si ça vous a plu, dites-le nous. Si c'était votre première fois et vous découvrez un petit peu nos rendez-vous et monimmeuble.com, dites-le nous. Si vous êtes un habitué, dites-le nous aussi. Si vous avez des choses à dire en particulier à nos intervenants de ce soir, vous pouvez déjà d'emblée les féliciter parce que je pense que c'est un travail qui est pas simple de parler, d'expliquer ce qu'on fait au quotidien. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous. Voilà, bon, merci pour tous ceux qui nous disent des petits mots gentils, des petits mots doux. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient. Et toutes ces personnes qui sont là et qui prennent du temps le soir
et qui prennent de la disponibilité pour vous, voilà, pour vous expliquer tout ça et vous démontrer l'intérêt de leur métier, de leur mission. C'est pas rien, hein. Je pense que c'est important de souligner que c'est quelque chose, c'est du don de soi, et le don de soi de nos jours, ça devient de plus en plus rare. Donc merci à vous tous. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vais fermer la session et je vous dis à très vite. Bonne soirée. À très vite dans les Merci beaucoup Isabelle, bonne soirée à tout le monde. Voilà, et puis À bientôt. on dit aussi au revoir à Justine qu'on n'a pas vue mais qui était là et qui a travaillé en sous-marin. Gladys que vous n'avez pas vue mais qui était là tout le long. Également. Et puis tous ceux qu'on n'a pas vus et qui nous ont écoutés pendant 1h30. Voilà, allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt.